Il faut qu'on parle de beaucoup de choses aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes prêts. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries et un petit peu même jeux vidéo de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine et comme d'habitude, l'objectif c'est d'en débattre. C'est pas juste un listing de l'actualité, j'ai envie de vous donner mon avis sur celle-ci et j'ai envie d'avoir le vôtre. Je réponds à vos commentaires ou directement dans la section commentaires ou en vidéo. Mais je vous mettrai quand même dans le commentaire épinglé et la description la liste des actualités parce que j'ai envie de vous inciter à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et à partir de là, juste vous changez de pays. Que ce soit le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe, vous changez pour la VOST-FR et même la VF pour ceux qui en ont besoin. Vous débloquez plein de films, Sur Netflix par exemple, vous avez déjà Here ou Emilia Perez. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Vice Versa 2 et A Real Pain, même si encore une fois je vous conseille d'attendre la sortie salle. Ensuite sur Paramount+, vous avez Gladiator 2 par exemple déjà, et c'est simple, si vous avez un abonnement MyCanal, vous pouvez vous connecter sur Paramount+, l'application officielle, avec votre compte MyCanal. C'est comme ça que le VPN va fonctionner, et la même chose pour Max, connectez-vous directement à l'application Max avec votre compte MyCanal, parce que là vous avez Beetlejuice 2, Joker 2, Juré numéro 2, vous avez aussi Trap par exemple, A Different Man qui n'a toujours pas de sortie officielle française malheureusement, et L'amour au présent qui arrive aussi dès la semaine prochaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous connaissez les avantages qu'offre YouTube Premium, et si vous avez un VPN, eh bien c'est moins cher dans des pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, et je vous conseille des pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple de prendre l'abonnement, c'est moins cher dans d'autres pays, mais c'est plus compliqué, mais encore une fois, il y a plein de tutos, et oui, ça marche encore aujourd'hui. Ça marche aussi sur d'autres abonnements, comme par exemple Letterboxd, que vous pouvez avoir pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer cette vidéo avec les nominations aux Oscars qui ont eu lieu jeudi dernier. J'avais rapidement fait une réaction live très simple de 20 minutes. J'ai pas eu le temps de beaucoup en parler, mais là je vais vous donner mon avis sur chaque catégorie qui m'intéresse et vous dire ce qui va ou va pas d'après moi. Je me permets de prendre mon téléphone pour ceci. Donc on va commencer avec un acteur dans un rôle secondaire. Je suis très content pour Yura Borisov qui a un petit rôle dans Anora, mais c'est littéralement le but de ce genre de catégorie. Il s'exprime énormément par le regard, par ses paroles, donc je suis très content pour lui. C'est un très bon acteur, il mérite cette nomination. Je pense pas que c'est lui qui va gagner, mais de l'autre côté, j'ai pas vu toutes les œuvres. Genre Kieran Culkin apparemment est excellent dans A Real Pain, mais on l'a pas vu, donc on sait pas. Mais j'en ferai une critique. Par contre, Edward Norton, vu que j'en ai parlé dans ma vidéo hier d'ailleurs, je trouve qu'il est bon. Est-ce qu'il mérite une nomination pour ce rôle? Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres meilleurs candidats, mais je trouve que c'est un peu généreux, disons. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très généreuses par rapport à un parfait inconnu. Guy Pearce dans The Brutalist, pour moi, c'est lui qui devrait gagner. J'ai vu The Brutalist, j'en parlerai normalement dans 10 jours. En l'ayant vu, je pense que c'est lui qui devrait prendre. Et je suis aussi très content par contre pour Jeremy Strong, qui est donc nommé pour The Apprentice. Il mérite aussi, je pense qu'il est excellent. C'est une belle catégorie, je pense qu'elle va être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur qui va gagner. Ça va être l'une des catégories les plus compétitives, je pense, de la cérémonie. Hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est assez surprenant que du coup Denzel n'était pas nommé. Peut-être fallait-il le nommer à la place d'Edward Norton, je n'en sais rien. Mais c'est une catégorie que j'aime bien, qui me semble pas affreusement injuste. Meilleure musique, alors là, c'est là qu'il y a un peu d'injustice. Moi, je pense que c'est du Brutalist qui devrait gagner, honnêtement, en ayant vu le film encore une fois. Je pense que c'est la meilleure BO de l'année, sauf si on exclut Challengers, parce que je pense que Challengers est la meilleure BO de l'année, mais Challengers n'a pas de nomination dans cette catégorie. Et d'ailleurs, Challengers n'a aucune nomination, alors que je pense que Trent Reznor et Atticus Ross ont fait la meilleure BO de l'année. Je veux dire, l'album Challengers est exceptionnel. Ça aurait été bien de nommer et de faire gagner un album qui est un peu différent de la musique orchestrale habituelle, parce que c'est un excellent album, une excellente bande-son utilisée de manière géniale dans le film. Challengers, c'est tellement basé sur le rythme de la musique, du montage, mais Challengers n'a rien reçu, ce qui est d'après moi l'injustice, parce que c'est la meilleure BO de l'année. Je suis content pour Conclave, parce que Conclave mérite aussi, pour le coup, honnêtement, c'est une excellente BO qui se repose peut-être un peu trop sur son leitmotiv, mais voilà, la BO est très bien. Emilia Perez, je comprends pas. Je veux dire, la musique d'Emilia Perez, à la limite, les chansons, pourquoi pas, mais la musique, personne s'en rappelle, c'est le vide absolu. Je ne comprends pas. Wicked, la même chose. Les chansons de Wicked, ok. La musique de Wicked, elle n'a marqué personne. Donc cette catégorie-là, je la trouve assez faible. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ces nominations. Alors je suis content pour The Wild Robot parce que la musique, justement, de Wild Robot est bien. La chanson aussi. Mais bon, catégorie décevante. Alors qu'en général, il y a beaucoup de bangers qui sont très bien dans ces catégories si vous regardez l'histoire des Oscars. Mais là, c'était pas le cas. Actrice dans un rôle secondaire, là, cette fois-ci, il y a pas mal de choses intéressantes. C'est Monica
Monica Barbaro qui est nommée pour Un parfait inconnu et je pense qu'elle mérite, elle joue très bien, elle chante très bien, elle illumine chaque scène dans laquelle elle se trouve. Donc je suis très content pour elle. Est-ce qu'elle mérite de gagner? Je sais pas parce que je pense que c'est Zoé Saldana qui va gagner et même si je suis pas fan d'Emilia Perez, en vrai Zoé Saldana là mérite de gagner dans cette catégorie. Mais Monica Barbaro serait une belle surprise même si c'est Saldana qui va prendre à juste titre. Ariana Grande qui est nommée, honnêtement je comprends pas, je pense pas qu'elle mérite. Elle joue très bien dans Wicked hein, mais c'est pas une performance à Oscar d'après moi. Felicity Jones par contre pour The Brutalist, là oui, je suis assez d'accord qu'elle mérite une nomination. Et Isabella Rossellini aussi méritée. Encore une fois, c'est des petits rôles mais ils sont importants, elle a une vraie présence dans le film et donc c'est une belle nomination aussi je trouve. Mais oui, c'est Saldana qui va prendre et pour le coup là je serais pas déçu. Meilleur film d'animation, on a plein de films qui sont nommés comme Flo. Je pense que c'est Flo qui devrait prendre, mais malheureusement j'ai pas tout vu. J'ai pas vu Mémoire d'un escargot, j'ai pas vu voilà ces grands mythes. Le Robot sauvage va sûrement gagner et je pense que c'est mérité aussi. C'est un bon film d'animation. Vice versa 2 d'après moi n'a pas sa place dans cette catégorie. J'aurais plutôt mis un film comme Transformers One peut-être ou d'autres films d'animation, mais Vice versa 2 pour moi n'a rien à faire ici. Hein. C'est vraiment un choix assez incompréhensible, mais bon, il fallait un Disney ou Pixar j'imagine. Flo ou le Robot sauvage qui gagne, pour moi ça serait bien et c'est une catégorie que j'aime bien, même si encore une fois il faut que je rattrape quelques films. Meilleur film étranger, c'est assez impressionnant parce que Flo du coup est de nouveau nommé, ce qui est assez rare pour un film d'animation d'être nommé dans ces deux catégories là. Donc Flo est nommé. Est-ce qu'il mérite de gagner? Je ne pense pas dans cette catégorie. Là c'est vrai que Je suis toujours là est une très belle nomination d'après moi. Emilia Perez d'après moi ne mérite pas d'être nommée, même en termes de films français. Je pense qu'on avait de meilleurs films français cette année qui méritaient plus d'être nommés. Ou alors de films d'étrangers, pour moi juste Emilia Perez n'a rien à faire là. Par contre c'est Emilia Perez qui va sûrement gagner d'après moi, ce qui est un peu triste. Mais ça ne mériterait pas. La jeune fille et l'aiguille, ça je l'ai pas encore vu mais j'en parlerai, je le verrai avant la cérémonie. Les graines du figuier sauvage pour moi mérite clairement sa nomination. Bref, c'est une catégorie que je trouve aussi bien, sauf pour Emilia Perez, que je trouve un peu faible et qui n'aurait peut-être pas mérité d'être là. En termes de meilleur film de documentaire, malheureusement, j'en ai vu aucun. Je suis quand même assez étonné de la nomination de No Other Land, connaissant un peu le sionisme des Américains. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas donné mon avis sur ça parce qu'en vrai, j'en ai vu aucun. Mais j'étais assez étonné de voir ce film, même s'il a beaucoup cartonné. Vu les États-Unis, je m'attendais pas à ce qu'il soit représenté. En meilleure actrice principale, alors là, on a Cynthia Erivo, encore une fois, je trouve qu'elle joue bien dans Wicked, mais c'est pas une nomination méritée. Hein. Je veux dire, il y a plein d'autres actrices qui auraient mérité. C'est pas genre d'acting qui mérite ce genre de nomination. Je pense que Wicked est beaucoup trop surreprésenté de manière générale. Encore une fois, j'aime pas Emilia Perez, mais Carla Sofia Gascon mérite, d'après moi, d'être nommée. Je trouve qu'elle est vraiment très bien dans son rôle dans Emilia Perez. Mikey Madison, pour moi, devrait gagner. Elle est géniale, elle est fantastique. C'est pour moi la performance féminine de l'année. Demi Moore dans No Substance, c'est assez étonnant, mais je pense qu'elle mérite aussi sa nomination. C'est une belle surprise. Est-ce qu'il va gagner? C'est possible. Je sais vraiment pas qui peut gagner cette catégorie. Hein. Il y a aussi Fernanda Torres de Je suis toujours là. C'est l'une des catégories les plus compétitives de l'année et ça peut aller dans plein de directions différentes. Mais pour moi, c'est Mikey qui devrait prendre, même si toutes les actrices sont talentueuses et sont vachement bien dans cette catégorie. Sauf Cynthia Erivo, d'après moi, qui mérite moins, mais bon, elle est pas mauvaise quoi. Mais juste, c'est pas une performance à Oscar. Ensuite, acteur principal, on a donc d'après moi Timothée Chalamet qui mérite d'être nommé. Je pense que c'est une très bonne performance. Colman Domingo, j'ai pas encore vu Sing Sing, je le verrai cette semaine. Ralph Fiennes qui mérite aussi et c'est pour beaucoup le favori, j'ai envie de vous dire. Sébastien Stan, je pense qu'il est très bon dans The Apprentice. Est-ce qu'il aurait mérité une nomination pour ce rôle-là? Honnêtement, je pense pas, même si encore une fois je le trouve très bien. Je suis content qu'il est nommé pour son travail, surtout dans les deux films qu'il a fait cette année. Je suis content. Est-ce que c'est une performance à Oscar? Je sais pas. Je vais pas dire que c'est un mec qui mérite pas, mais il y a plein de gens qui disent que Daniel Craig aurait mérité à sa place. J'ai pas encore vu Queer, on en parlera, mais c'est vrai que c'est possible. Et par contre, celui qui mérite de gagner d'après moi, j'ai envie de vous dire, c'est Adrien Brody. Hein. Maintenant que j'ai vu The Brutalist, pareil, pour moi, il doit gagner. C'est de loin la meilleure performance de l'année. Pour moi, il y a aucun doute. Normalement, il devrait même pas avoir de compétition. Il doit prendre sans aucun problème. En termes de photographie, là, il y a plein de films qui ont été nommés. The Brutalist, pour moi, doit gagner. Je pense que c'est la meilleure photo de l'année, le plus beau film de l'année, surtout quand tu connais le budget. Mais bon, voilà, c'est une claque visuelle, The Brutalist. D'une partie 2, une belle nomination aussi, un très beau film, une belle photo. Emilia Perez, en termes de photographie, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, Emilia Perez est nommée en meilleure photo, mais pas Conclave, alors que même la photo de Conclave raconte beaucoup plus que celle d'Emilia Perez. Je ne comprends pas le nombre de nominations d'Emilia Perez. Conclave aurait mérité à sa place. Maria, je n'ai pas encore vu pour le coup. Et Nosferatu, c'est surprenant, mais c'est pas démérité, donc pourquoi pas. En termes de costumes, là, je pense que Complete Unknown, c'est des costumes d'époque sympas, et c'est une belle représentation de l'époque, mais est-ce que ça mérite? Je ne sais pas. Conclave, pour moi, mérite de gagner. C'est des très beaux costumes et un très beau travail qui est fait dessus. En plus, c'est pas exactement le même costume que dans la vraie vie, du coup, il y a des inspirations, il y a des choses originales. Gladiator 2, à la limite, une nomination pour ça, pourquoi pas. Nosferatu, ok, je peux comprendre. Et Wicked aussi, je peux comprendre à la limite. Mais pour moi, c'est Conclave qui devrait prendre. Réalisation, je suis très content pour Sean Baker, Danora, là, il n'y a aucun doute. Pour moi, ça reste quand même de Brutalist qui devrait gagner avec Brady Corbett qui a fait un travail monstre sur les 3h30. Bref, c'est un travail où j'en parlerai dans ma critique bientôt. Mais pour moi, c'est lui qui devrait gagner sans aucun doute. Par contre, là, James Mangold qui est nommé pour Un parfait inconnu, je ne comprends pas. C'est une belle réalisation, je trouve que c'est un bon film, mais il y a un moment, je ne pense pas qu'il devrait être mérité. À sa place, j'aurais mis Edward Berger de Conclave qui mérite d'après moi beaucoup plus. Emilia Perez, Jacques Audiard, encore une fois, une nomination d'après moi pas du tout méritée. Je sais pas ce qu'il fout là, Jacques Audiard. Pour moi, il a volé la place de Denis Villeneuve, par exemple, pour Dune 2, qui aurait mérité une nomination dans cette catégorie. Et de Substance, je suis très content pour Coralie Farja,
qui est nommé à 3 récompenses, meilleur scénario, meilleur film et du coup meilleure réalisation. Et pour ceux qui veulent une stat effrayante, c'est la 9e femme de l'histoire des Oscars à être nommée dans cette catégorie. Presque 100 ans d'histoire des Oscars, avec à chaque fois minimum 5 candidats à cette catégorie, et c'est la 9e femme en 100 ans à être nommée. Donc elle a fait l'histoire, mine de rien, et je suis très content pour elle en réalité. Mais voilà, c'est une catégorie que je trouve vraiment très décevante aussi. Pour moi, il y a 2 des 5 personnes qui ne méritent pas d'être là. Et ça, c'est assez inquiétant. Meilleur montage, là, il y a plein de choses que je considère bien, comme Anora, Sean Baker, hein, qui a déjà 3 nominations, même 4, hein, si je ne dis pas de bêtises, juste pour cette cérémonie. De Brutalist aussi, je pense que c'est mérité, un très beau montage. Conclave aussi, excellent montage. Emilia Perez en termes de montage, encore une fois, je ne comprends pas. Wicked en termes de montage, pareil, je n'arrive pas à comprendre la logique. Pour moi, c'est Challengers et Furiosa qui auraient dû être nommés à la place en termes de meilleur montage. Furiosa qui n'est pas du tout nommé d'ailleurs. 0 nomination tout court, ce qui est assez injuste. Même pas des nominations techniques, alors ça aurait été mérité. Et Challengers non plus, pas de nomination. Il y aurait eu des nominations méritées aussi. En termes de maquillage, je n'ai pas vu A Different Man. Emilia Perez, pareil, en termes de maquillage, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant, d'intéressant? Bref, je pense pas que c'est mérité. Nosferatu, je pense que c'est mérité. De Substance, pareil que pour Nosferatu en termes de prothèses et tout, c'est mérité. Weekend en termes de meilleur maquillage, coiffure, bon, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est juste Emilia Perez que j'arrive pas à capter pourquoi c'est nommé ici. En termes de meilleure chanson originale, pour le coup, là, je vais vous dire un truc. Je pense que c'est Emilia Perez qui doit gagner. Malheureusement, j'ai pas tout vu, hein. Mais El Mal va gagner d'après moi et ça sera mérité. Et je suis juste étonné d'ailleurs que The Wild Robot n'ait pas été nommé parce que ça aurait peut-être mérité aussi. Mais bon, j'ai pas vu toutes les œuvres en question. Mais Emilia Perez va gagner. Et là, pour le coup, cette catégorie, ce sera pas du vol. Production Design, je pense qu'en termes de décor, que ce soit de Brutalis, Conclave, Dune Partie 2, Nosferatu, Wicked, voilà, c'est mérité. Les nominations sont bonnes. C'est des décors qui sont bien généralement. Donc pas de problème. En termes de son, Un Parfait Inconnu, bon, je peux comprendre à la limite le travail sur la musique, les sons, ok. Dune Partie 2, pareil. Je trouve la nomination assez juste. Emilia Perez, en termes de son, bah je comprends pas pour le coup. Même les séquences musicales ne sont pas impressionnantes en termes de son. Wicked, là je comprends pas non plus. C'est pas le son hein, qui m'a marqué dans ces deux films-là, c'est plus les moments musicaux. Alors que dans Un Parfait Inconnu, il y a un travail sur le son qui est vraiment différent. Mais voilà, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des Furiosa, des Challengers en termes de son? Et le Robot Sauvage, en vrai, je trouve que c'est assez mérité en termes de son. Effets spéciaux, bah je suis assez d'accord avec tout. Hein. Alien Romulus, Better Man, Dune Partie 2, Planète des Singes, Wicked. C'est d'après moi Dune qui devrait prendre. Mais bon, c'est pas une catégorie que je trouve intéressante en général. Sauf quelques rares exceptions, il y a vraiment un film qui dépasse tout. Mais en réalité, là, il n'y a aucun film où tu dis, ok, les effets spéciaux de ce film-là sont 1000 fois meilleurs que les autres. C'est juste Wicked qui sort un peu de la liste. Mais le reste, d'après moi, tous les films méritent. Alors là, meilleur scénario adapté, on a Un Parfait Inconnu. Je ne comprends pas pourquoi c'est nommé. C'est un bon scénario, mais c'est pas la force du film. Conclave qui est nommé, ça c'est très bien. Emilia Perez qui est nommée, je comprends pas, toujours. La hype Emilia Perez nommée à tellement de trucs, je ne comprends pas. Nickel Boys, malheureusement, je n'ai pas vu. Et Sing Sing non plus, mais je les verrai avant les Oscars. Encore une catégorie que je trouve plus ou moins décevante. Meilleur scénario original cette fois-ci, bah Anora, je trouve que c'est mérité. Brutalist, d'après moi, c'est lui qui devrait gagner pour le coup. C'est le meilleur scénario de l'année, d'après moi. A Real Pain, j'ai pas encore vu. Septembre 5, j'ai pas encore vu. Très hâte de les voir. Et de Substance, je suis content en termes de scénario original. Et du coup, on finit évidemment avec la catégorie meilleur film, cette fois-ci à 10 nommés. Donc Anora nommé en meilleur film, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il n'y a aucun doute, ça mérite d'être nommé. De Brutalist, d'après moi, mérite d'être nommé, plus mérite de gagner. J'ai pas encore vu exactement tous les films de la liste, mais pour moi, De Brutalist devrait gagner meilleur film de l'année. Un Parfait Inconnu, pour moi, ne devrait même pas être mérité, même si c'est un bon film. Conclave, je suis content pour la nomination. Dune 2, content pour la nomination. D'ailleurs, Dune 2, c'est un film qui est passé de 10 nominations dans le premier film à 5 cette fois-ci, dont uniquement des nominations, on va dire, techniques, plus ou moins. Emilia Perez qui est nommée, c'est incompréhensible. Vraiment, je trouve que c'est un film qui ne mérite pas. Et pour rappel, Emilia Perez a 13 nominations. C'est le film le plus nommé de l'année de loin. Le deuxième, c'est Brutalist avec 10. 13 nominations, c'est autant qu'Oppenheimer et je ne comprends pas. Je déteste pas Emilia Perez, mais je trouve que c'est un film très moyen, sans trop d'originalité, d'intérêt et très basique, qui ne mérite pas toute cette hype. Donc je ne comprends pas, honnêtement. Je suis toujours là, je suis assez content. C'est surprenant que le film soit nommé, mais c'est bien. Nickel Boys, j'ai pas vu malheureusement. De Substance, je trouve que c'est bien qu'il soit nommé. C'est d'ailleurs le 7e film d'horreur de l'histoire des Oscars à être nommé. Donc en vrai, c'est bien. Et Wicked nommé, encore une fois, j'aime bien Wicked, hein, j'ai défendu le film, mais je veux dire, 10 nominations pour Wicked. Nommé meilleur film, pas du tout mérité. Je veux dire, même les actrices ont dit que le réalisateur devait être nommé. Enfin, le réalisateur de Wicked, il est tout pourri, quoi. Bref, j'exagère un petit peu quand je dis tout pourri, mais ça mérite pas. Peut-être on aurait mérité une nomination de Real Pain, parce que beaucoup en parlaient à la place de certains autres films. Mais voilà, c'est une année que je trouve en termes d'Oscar assez décevante, globalement. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, qui sont pas au niveau. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Il y a des films qui sont clairement absents. SO de TV Glow, qui est un film assez unique, que moi j'ai pas beaucoup aimé, mais qui aurait mérité au moins une petite reconnaissance. Juré numéro 2 aurait mérité aussi un petit truc. Blitz, pour moi, ne méritait rien, mais vu que c'était un film académique à Oscar,
Oscars, il est passé complètement à côté de toutes les récompenses. Bref, on en parlera évidemment en détail. Je ferai un live des Oscars cette nuit-là, dans la nuit du 2 au 3 mars. Il y aura un live sur Twitch et YouTube, vous inquiétez pas, sur la chaîne secondaire. On va parler de tout ça, mais je suis un peu déçu des nominations tout de même, je vais pas vous mentir. Je vous avais dit la semaine dernière, il y avait toute une polémique par rapport à de brutalistes qui avaient utilisé l'intelligence artificielle pour apparemment améliorer l'accent de Adrien Brody lorsqu'il parle hongrois. Et c'est vrai que maintenant que j'ai vu le film, donc un film de 3h35, de brutaliste, il y a à peu près, je dirais, 15 à 20% d'hongrois avec les voix donc des différents acteurs, surtout Adrien Brody qui parle pas mal hongrois, mais globalement il parle anglais. C'est un film anglophone majoritairement. Il y a quelques moments où il y a un peu d'hongrois, mais vu que c'est l'histoire d'un immigré hongrois, il parle un peu hongrois au début et de temps en temps durant le film, mais vu qu'il essaie de s'intégrer, il parle beaucoup anglais. Et il y avait une polémique parce qu'apparemment l'intelligence artificielle avait refait sa voix avec de l'IA générative pour que son accent soit meilleur. Mais visiblement, c'est pas ce qui s'est passé. Grosso modo, le monteur son, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de faire à la main tous les petits trucs qu'il devait modifier pour que les voyelles et les consonances soient un peu meilleures de l'accent d'Adrien Brody, il les a fait avec de l'IA pour s'aider. Donc en vrai, l'IA, quand c'est un outil pour s'aider, moi j'ai aucun problème. Mais si c'est une IA que tu fais dans une machine en mode IA générative et ça change son accent, sa voix, là c'est problématique. Si c'est un mec qui le fait à la main, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'Adrien Brody mérite d'être nommé pour une voix qui est altérée, qui n'est pas son vrai accent et des choses comme ça. Et en ayant vu le film, tu reconnais la voix d'Adrien Brody. Je veux dire, c'est sa voix, c'est lui qui parle hongrois, tu le reconnais bien. T'as pas l'impression qu'il y a l'IA dessus. Mais bon, je parle pas hongrois, je m'en rends pas compte. Mais t'entends sa vraie voix, même si Adrien Brody est d'origine hongroise pour le coup, mais il parle pas la langue, visiblement, il a appris pour le film. En tout cas, il n'était pas bilingue hongrois. On n'a pas cette impression-là dans le film. Cependant, est-ce qu'il doit être nommé vu que sa voix a été modifiée par IA ou pas? D'ailleurs, même si c'était modifié à la main, je vais vous dire un truc, c'est que maintenant que j'ai vu le film, je peux vous dire que le hongrois, c'est pas les séquences les plus intéressantes du film. Les séquences où Adrien Brody brille en termes d'acting, c'est en anglais. Il n'y a aucune séquence en hongrois qui est forte émotionnellement, qui est un moment d'acting fort. Toutes les séquences d'acting fort sont en anglais. Donc en vrai, c'est un débat à avoir, à quel point c'est légitime ou pas, mais je trouve pas ça choquant comme nomination, vu que les scènes en anglais, il est hors du commun et il explose la concurrence. C'est pas l'IA générative, d'ailleurs, ils ont aussi dit qu'il y avait des dessins, il y avait une polémique par rapport à ça. Non, les dessins n'ont pas été faits par IA générative, c'est le studio plus le réalisateur qui l'ont dit. Ça a été fait à la main, ces dessins-là. C'est juste que l'accent a été modifié à la main plus IA en tant qu'outil. Donc il y a débat, mais maintenant que j'ai vu le film, et je pense que quand vous verrez le film, vous aussi, vous allez vite comprendre qu'en fait, c'est l'anglais qui porte le film et qu'Adrien Brody, ses meilleures scènes sont en anglais. Mais je peux comprendre les gens qui sont pas du tout d'accord avec ça, avec la nomination et tout, à cause de ça. Pour moi, c'est pas choquant d'être contre ça. Mais c'est pas l'IA le problème ici. C'est le fait même de modifier sa voix à la main ou pas. Enfin, problème. Chacun a son avis. Moi, je pense que dans ce cas-là spécifique, c'est pas un problème. Et je pense qu'il faut y aller cas par cas. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Nosferatu est sorti en version digitale dans plein de pays. Et apparemment, il y a une version longue qui est disponible avec 4 minutes supplémentaires. Et ça, c'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit que Nosferatu en Blu-ray aura le droit à une version longue de 3 heures au lieu des 2h15. Et là, c'est bizarre parce qu'on nous sort une version Extended Edition qui dure 4 minutes de plus. Et on se pose la question du coup, est-ce que cette version-là, c'est la version définitive longue, donc qui dure 2h20 au lieu de 2h15, ou est-ce qu'en Blu-ray, il y aura en effet une version de 3 heures Director's Cut? On ne sait pas pour l'instant, il n'y a pas eu de reconfirmation à ce sujet-là, mais j'espère qu'ils ont dit 45 minutes supplémentaires, parce que c'est ce qu'il y avait écrit dans les articles et c'est ce que le réal avait dit aussi, plutôt que 4, et j'espère qu'ils vont sortir la version avec les 45 minutes supplémentaires. Moi, si elle sort pas, le Blu-ray, je m'en fous. Mais là, avec une version de 3 heures, moi, je vais acheter le Blu-ray 4K, j'en ferai, je pense, une vidéo en revoyant le film, mais c'est que 4 minutes de plus, c'est un peu décevant, surtout vu ce qui a été dit avant. D'ailleurs, Robert Eggers travaille sur un nouveau film qui s'appelle Werewolf, donc un film de Noël pour décembre 2026, de loup-garou au Royaume-Uni au XIIIe siècle. Donc moi je suis chaud. Je trouve que c'est une super belle idée. Avec son esthétique, ça peut carrément le faire. J'espère qu'il va nous sortir des films de monstres tous les ans presque. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis très curieux. D'ailleurs, il a aussi dit qu'il aimait pas du tout filmer les téléphones. C'est pour ça qu'il fait que des films d'époque, parce que l'idée même de filmer un téléphone le dégoûte. Et c'est vrai que dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup de téléphones dans l'art de manière générale, ou alors il est très mal utilisé, le fameux téléphone. Sauf dans un film qui est sorti récemment, qui est un chef-d'œuvre. D'après moi, c'est Decision to Live, le film de Park Chan-wook qui montre les téléphones comme un outil de mise en scène. Si vous n'avez pas vu Decision to Live, c'est un véritable chef-d'œuvre. Regardez-le, banger. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, Park Chan-wook, en même temps, il vient de faire la promo de son nouveau film, en tout cas, elle commence, qui s'appelle No Other Choice, ce film qui doit sortir cette année, normalement en France aussi, qui va être l'histoire d'un mec qui veut vraiment un travail spécifique et il décide d'éliminer la concurrence et les autres candidats à ce travail. Ça a l'air génial. Moi, j'adore Park Chan-wook, tout le monde adore Park Chan-wook, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Scorsese a annoncé un nouveau projet, son 5e projet en cours. Oui, c'est pas une blague. Mais grosso modo, c'est un film avec DiCaprio qui sera un serial killer à Chicago à la fin du 19e siècle. C'est un projet qui était prévu depuis des années et des années, mais là, il refait surface de nouveau, on va dire. De toute façon, on connaît le combo Scorsese-DiCaprio, on est chaud. Mais donc, The Devil in a White City devrait peut-être sortir. Encore une fois, Scorsese, il a un film Apple de prévu. Il a un film sur Jésus. Il a un film de bateau qui va apparemment été annulé, aussi avec DiCaprio. Il y a plein de films de prévu. Donc, si Scorsese vous dit un truc, ou n'importe qui vous dit un truc, attention, parce qu'il sait pas ce qu'il va faire, et on sait pas non plus ce qu'il va faire. Enfin bref, il y avait un biopic sur Sinatra aussi. Bon, voilà, Scorsese est occupé, il y a plein de projets en cours, donc attention quand même à ces annonces. Il y a toujours pas eu de bande-annonce de Jurassic World Rebirth, peut-être lors du Super Bowl, hein, parce que c'est là aussi
aussi qu'il y aura d'autres annonces de bandes-annonces de films assez connus de cet été. Mais il y a eu des images qui ont été diffusées comme une image en mode Indiana Jones. Et écoutez, moi ça me donne envie. L'esthétique pour l'instant me plaît. J'attends de voir la bande-annonce pour le coup parce qu'on a vu que des humains dans des décors. Mais l'esthétique me plaît et m'intéresse. J'ai envie d'y croire. Donc on en parlera lorsqu'il y aura plus d'images. En termes de bande-annonce, c'est la bande-annonce du film Opus qui a été diffusée avec Ayo Edebiri et John Malkovich. C'est un délire un peu de secte. Et je vous jure, la bande-annonce, regardez-la si vous voulez. Film d'horreur, de secte. Je l'ai vu et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film 20 fois auparavant. Donc ça me donne pas spécialement envie. On dirait qu'il y a 3 films comme ça qui sortent tous les ans. C'est un mélange entre Blink Twice, t'as l'impression, ou genre de Menu, un truc comme ça. Bref, ça donne pas spécialement envie. Mais je suis content pour Ayo Edebiri qui trouve des rôles principaux au cinéma. Dylan O'Brien et Rachel McAdams vont jouer officiellement dans le prochain film de Sam Raimi. Je savais même pas que Sam Raimi il avait un film officialisé, mais oui, ça s'appelle Send Help. Apparemment, c'est un mélange entre Castaway et Misery. Donc juste avec ça, je suis un peu hype, sans même parler de Sam Raimi qui est hypant de base. C'est officiel, la série Dexter, non pas Original Sin, dont je ferai normalement une critique à voir, mais la série Dexter Résurrection devrait normalement sortir en juin et Uma Thurman a rejoint le casting. C'est un choix de casting que je trouve intéressant, donc je suis assez curieux. C'est officiel aussi pour Sonic 4 qui va sortir en mars 2027, voilà, dans 2 ans. Pour les fans de Sonic, il faudra attendre un petit peu. Encore une fois, pourquoi pas, c'est pas des films que je déteste. Solo Leveling, que moi je ne connais pas du tout pour le coup, mais aura le droit à une adaptation live action bientôt. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent si ça vaut le coup ou pas. C'est officiel, John Bernthal va jouer chez Christopher Nolan. Il aura le droit aux 2 minutes les plus cool de sa vie parce qu'on sait très bien que John Bernthal aura un petit rôle. Mais c'est cool qu'il soit dans le film. Je pense que c'est un excellent acteur et je pense que chez Nolan il va être excellent. Il y a plein d'informations qui ont été précisées d'ailleurs sur le film de Nolan. Apparemment, c'est bel et bien Tom Holland qui va jouer Ulysse. Pourquoi pas? Je pense que ça peut carrément le faire. Je veux dire, c'est un bon acteur quand il veut, Tom Holland, mais je pense qu'il a juste besoin d'un bon réal. Et je pense que là, ça peut le faire. Ça sera reconfirmé, mais en tout cas, on sait que Tom Holland est le personnage principal et normalement, ça devrait être Ulysse. Ils vont filmer d'ailleurs en Sicile, entre autres. Je vous avais déjà dit qu'ils allaient filmer aussi au Royaume-Uni dans des studios, mais aussi au Maroc. Ils sont en train de bâtir les décors au Maroc, d'ailleurs. Il y a des photos et tout. Mais grosso modo, ça sera aussi en Sicile, sur l'île en question, où apparemment le vrai Ulysse, c'est la mythologie et tout, mais apparemment le vrai Ulysse est allé sur l'île en question et ils vont aller tourner là-bas, ce qui est genre super cool. Vous le savez, normalement, il y a le film Michael Jackson qui devrait sortir en octobre de cette année, mais apparemment, il va être décalé. Ou en tout cas, il a déjà été décalé d'avril à octobre à cause d'un truc. Le 3e acte du film parlait des accusations envers Michael Jackson concernant son abus d'enfant. Il a été accusé par la famille d'un certain Jordan Chandelier et c'est vrai que ils avaient fait tout un 3e acte sur ça. Sauf que la Michael Jackson Estate et la famille de Jordan Chandelier se sont mis d'accord contractuellement il y a des années de ne jamais parler de cette affaire d'un point de vue médiatique, film, série ou autre. Donc ils n'ont pas le droit de parler de ça. Ils ont tourné toute la séquence, apparemment elle était quasiment prête parce que la famille de Michael Jackson a oublié cette histoire, a oublié qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Du coup, ils doivent retourner tout le 3e acte, ils doivent tout retravailler parce qu'ils n'ont pas le droit de parler de ces accusations-là, en tout cas de cette famille précisément. Donc le film sortira peut-être pas en octobre, et c'est juste stupide d'avoir oublié ça, j'ai envie de vous dire, ou peut-être ils essayaient de convaincre la famille d'en parler, et il y avait des négociations, mais non, ils n'ont pas le droit, du coup ils vont recommencer le tournage de cette partie-là, du coup de la fin du film, d'où peut-être un nouveau décalage à reconfirmer. La bande-annonce de Suits LA a été diffusée, moi c'est pas une série que je regarderai, mais elle sort fin février pour ceux que ça intéresse, sur NBC aux États-Unis, pas de date française, ce sera sûrement Netflix qui va reprendre dans quelques mois, peut-être, on sait pas. Mais pour les fans de Suits, peut-être Suits dans le monde de l'entertainment, ça peut vous intéresser. Je n'en sais rien, à vous de voir. Mais la bande-annonce m'a pas donné spécialement envie. Brad Pitt et David Ayer vont normalement de nouveau retravailler ensemble. Ce sera l'histoire d'un ancien vétéran de guerre et son chien qui se crashent en avion en Alaska et doivent survivre. Je pense que c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de films de survie dans des environnements hostiles. Donc moi je suis assez chaud. On verra quand est-ce que ça se fera. Scary Movie 6 s'est officialisé avec un logo cette fois-ci, mais aussi une date de sortie. Ce sera bel et bien pour juin 2026. À la base, il devait sortir en octobre de cette année, mais ça a été décalé du coup de presque 1 an. Assez curieux de savoir s'ils vont réussir à se renouveler. Zach Cregger, qui a explosé ces dernières années avec Barbare et qui devrait normalement sortir son prochain film aussi cette année, va officiellement réaliser un film Resident Evil, un reboot de la saga. Ils vont reprendre du coup l'univers des jeux, mais entre guillemets, cette fois-ci, bien. Plus horrifique, plus intéressant, et moi je suis chaud. C'est un bon réal, il peut carrément le faire. Et malheureusement, Bertrand Blier nous a quitté à l'âge de 85 ans, une icône du cinéma français des années 70 et 80, donc qu'il repose en paix. Une pensée à sa famille et ses amis. D'après Apple, Severance a rapporté 200 millions de dollars à la boîte, et je ne comprends pas comment ils ont fait ces calculs. J'ai lu plein d'articles à ce sujet-là, aucune source, aucune estimation de comment ils ont prouvé que Severance a rapporté 200 millions. Est-ce que c'est par rapport aux abonnements qui ont été pris et des choses comme ça? Je ne sais pas, mais le chiffre est un peu spécial, c'est-à-dire que Severance saison 2 a coûté 200 millions de dollars et comme par hasard ça leur a rapporté 200 millions sans prouver des calculs, d'explications, de rien du tout. Mais apparemment oui, Severance a autant cartonné pour eux, j'ai envie de vous dire, mais sans réellement nous montrer genre aucune source. Concernant Invincible saison 3, c'est Aaron Paul et Jonathan Banks qui ont rejoint le casting de l'œuvre et bon, je suis très content que ces acteurs soient dedans, je pense qu'ils sont excellents, mais en réalité pourquoi toujours prendre des acteurs qui coûtent cher, des acteurs connus pour Invincible alors que l'animation ressemble à ça? Embaucher plus d'animateurs plutôt que d'embaucher des stars dont les gens ne reconnaissent même pas la voix.
À un moment, stop quoi. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2 a été regardé 60% de minutes de moins que la première saison. Vous savez, à chaque fois, il y a des records en mode ouais, ça a été vu par X personnes. Ouais, mais si ça a été vu par X personnes, mais personne n'a fini et personne n'a continué de regarder, ça compte pas. Et du coup, là, 60% de moins que la première saison, ce qui est mauvais hein, pour le coup. Et du coup, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y aura vraiment une saison 3 officialisée? Normalement, ça va se faire. Mais du coup, est-ce qu'ils vont faire les 5 saisons prévues? Je ne pense pas. À voir. Mais si ça continue de flopper d'année en année, vu le budget colossal, ça m'étonnerait. Là où Fallout, qui a coûté beaucoup moins cher hein, que le Seigneur des Anneaux, a été regardé pendant 8 milliards de minutes. Et c'est mérité parce que Fallout, c'était vachement bien. Si on parle des séries les plus regardées, vous avez évidemment la liste Disney+. Encore une fois, c'est des minutes aux États-Unis. Mais chez Disney+, c'est Percy Jackson qui était premier de la liste. Ensuite, The Acolyte, donc quand même deuxième, hein, Disney+, The Acolyte. Ensuite, Agatha, mais il faut savoir qu'Agatha, c'est considéré comme un flop. Agatha et Echo, c'est les séries Marvel Disney les moins regardées de loin. Donc en vrai, vous voyez sur Disney+, Agatha et Echo sont 3e et 4e. Pourtant, c'est des flops pour Marvel. Pour vous dire à quel point les gens regardent Disney+. X-Men 97, 5e. Star Wars The Bad Batch, 6e. Star Wars Skeleton Crew, 7e. Bon après, Star Wars Skeleton Crew, c'est sorti en fin d'année, contrairement à Bad Batch. Ahsoka, 8e. Mandalorian saison 3, 9e. Mandalorian saison 1, 10e. Donc Mandalorian saison 1 est encore plus regardé que beaucoup de séries Disney+. Bon, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais je trouve que c'est assez triste concernant donc Disney. Ensuite, on a eu le droit au premier teaser officiel d'Alien Earth. On voit une sorte de facehugger en POV, first person, en mode Alien 3 un petit peu, qui se crache sur Terre avec une nouvelle affiche qui a été donc partagée, sans date de sortie pour l'instant, mais ça sera à l'été. La tagline, je l'aime beaucoup, c'est We were safer in space, et j'apprécie beaucoup cette tagline. Je trouve qu'elle est géniale. Le parallèle évidemment avec In Space, No one can hear you scream, en te disant en fait l'espace, certes on t'entend pas crier, mais c'est mieux que ce qui se passe sur Terre. Ça m'intrigue pour le coup, j'ai hâte de voir une vraie bande-annonce, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi je suis un fan d'Alien, vous me connaissez, mais j'ai envie d'y croire à ce projet. Pour les fans d'Abbott Elementary, eh bien ça a été officialisé pour une 5e saison. Voilà, moi j'ai pas regardé, mais pour ceux qui aiment bien, vous allez en avoir plus. 180 millions de dollars, c'est le budget apparemment de Captain America Brave New World, et bon, on sait pas si c'est le budget final, parce que le film a eu le droit à énormément de reshoots. Le film a eu beaucoup de problèmes, on verra ce que ça va donner dans 2 semaines, mais en tout cas c'est un budget moins élevé en théorie que beaucoup de Marvel. Et concernant Star Wars, le film sur Rey, eh bien il faut savoir que c'est le 4e scénariste qui vient d'arriver sur le projet. Oui, c'est un 4e scénariste, non pas qu'il trouve pour rajouter à l'équipe, mais un 4e scénariste pour scénariser l'histoire tout court, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un scénariste qui s'occupe de l'œuvre. Ils y arrivent pas du tout. C'est George Nolfi qui va s'en occuper, scénariste d'Ocean 12, de Bourne et des choses comme ça. Soyons honnêtes, ce projet est mal parti, il est encore prévu, mais il sortira pas du tout à la date prévue de décembre 2026 s'ils ont toujours pas de scénariste, bordel. Je sais pas ce qu'ils foutent Disney avec Star Wars, mais ils font que rater en boucle. Il faut savoir que Netflix a franchi la barre symbolique des 300 millions d'utilisateurs dans le monde, en sachant qu'ils ont gagné 20 millions d'utilisateurs au dernier trimestre de l'année dernière, ce qui est énorme, mais il faut savoir que la majorité des abonnements, c'est évidemment des abonnements pub, c'est comme ça qu'ils font plein d'abonnés. Les gens prennent l'abonnement publicité. C'est un abonnement qui cartonne, ça rapporte beaucoup d'argent, et d'ailleurs l'abonnement publicité rapporte plus d'argent à Netflix, avec les pubs plus le prix de l'abonnement, que les autres abonnements, il faut le savoir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Netflix, ils ont décidé aux États-Unis d'augmenter le prix de l'abonnement publicité de 2 $ par mois, et encore une fois, ça va sûrement arriver en France aussi, ils vont augmenter le prix de l'abonnement publicité. Je le dirai toute ma vie. Si vous payez et vous vous tapez des pubs, je vais pas être poli, mais vous vous faites niquer. S'il faut choisir entre payer sans publicité et payer et publicité, si vous avez les moyens, payer, pas publicité. Mais si vous devez prendre l'option payer et publicité, je ne vous conseille pas de pirater, parce que j'ai pas le droit de vous le dire légalement. Ne piratez évidemment pas. Hein, c'est mieux de se faire niquer par des pubs et payer un abonnement. Se taper des pubs dans vos œuvres, c'est l'une des pires choses que vous pouvez faire pour votre manière de regarder des œuvres. Donc ne le faites jamais. Et si on parle de piratage, c'est la bande-annonce de Zero Day qui a été diffusée avec De Niro, bande-annonce complète. Moi je pensais que c'était le président qui jouait De Niro, mais non, c'est un mec qui s'occupe de la sécurité du pays. Et au fait, il y a eu une grosse attaque de pirates qui a tué plusieurs centaines de personnes aux États-Unis. Et il y a des menaces qui sont faites que cette attaque va se reproduire. Et c'est lui, De Niro, qui doit gérer ces menaces. Il y a plein d'acteurs hein, dans la série, vous pourrez aller voir la bande-annonce, mais ça a l'air bien. Ça sort le 20 février sur Netflix, on en parlera je pense en critique, parce que ça a juste l'air, oui, vachement bien en termes de divertissement, ce que ça symbolise sur la démocratie, la liberté. Je pense que c'est une série dans l'air du temps, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je crois que c'est la première série avec De Niro à vérifier, mais oui, je suis content de voir ça. Et une bande-annonce aussi concernant Mickey 17, et oui, ça a l'air génial, hein, je suis désolé de le dire, ça sort début mars, ça a l'air mortel, divertissant, intéressant aussi en termes de thématique, de politique, de science-fiction, de tout ce que vous voulez. Ça a l'air d'être un film qui est esthétiquement très prenant, ça a l'air génial, on va se dire les choses, hein. Ça a l'air vraiment brillant, j'ai hâte de le voir, je pense que ça va être mortel. Il y a aussi l'abondance de Sinners, une ambiance complètement différente, un film fantastique un petit peu, une ambiance un peu Far West, de Black Exploitation qui a l'air vraiment pas mal. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime bien le réal, j'aime bien les acteurs, donc je suis très curieux de voir ça, ça sort en avril. En mars 2017, il y a aussi Godzilla X Kong, la suite qui va sortir avec Caitlin Dever qui aura le rôle principal visiblement. Je suis content pour elle, c'est une bonne actrice, qu'elle prenne ce chèque, qu'elle se fasse plaisir. Et The White Lotus saison 4 a été officialisée, et oui, il y aura une 4e saison, et je parlerai de White Lotus des 3 saisons lorsque la 3e sera finie.
En termes de jeux vidéo, il y a eu pas mal d'annonces concernant la conférence de Microsoft, par exemple avec Ninja Gaiden 4 qui était annoncé pour cette fin d'année, mais aussi Ninja Gaiden 2 Black Remaster qui est sorti. Et oui, moi à l'époque je jouais à Ninja Gaiden, j'ai jamais réussi à finir ces jeux parce que j'ai toujours trouvé ça très compliqué. Mais cool, pour les gens qui kiffent Ninja Gaiden, vous avez le droit à un remaster d'un jeu qui est sorti comme ça nulle part, disponible déjà, et une suite qui arrive bientôt. Donc pour les fans, ça doit faire plaisir. Doom Dark Ages, ça a l'air vachement bien. Pour le coup, je pense que ça, je vais y jouer sans problème en mai et j'en profiterai pour faire le précédent que j'ai toujours pas fait. Ça a l'air mortel, honnêtement, Doom Dark Ages. J'ai hâte d'y jouer. South of Midnight, ça a l'air pas mal aussi. J'aime bien un peu le délire mythologie, Louisiane, Amérique. Ça peut être cool. C'est cool d'avoir des mythologies un peu différentes, à voir le gameplay, mais l'esthétique, la direction artistique de manière générale me plaît. Ça peut être intéressant. De même pour Claire Expedition 33 qui a l'air vachement bien aussi. C'est un jeu français en plus. Certes, c'est du tour par tour, mais moi j'aime bien le tour par tour. Je pense que c'est intéressant comme style de combat. Mais encore une fois, la direction artistique, le gameplay a l'air vachement bien. Bala 3 a super bien vendu avec 5 millions d'unités pour un jeu indépendant fait par un seul mec. Rendez-vous compte du succès colossal de l'œuvre. Ça a clairement changé la vie du mec et c'est un jeu qui est excellent, donc c'est mérité. EA déçoit avec plein d'œuvres, que ce soit FC Sports 25 qui a moins bien marché que prévu, mais aussi Dragon Age Velegard qui a vendu 50% de moins que prévu. Apparemment, il y a 1,5 million de joueurs du jeu. Ils s'attendaient à faire 2 fois plus au moins, donc c'est décevant, tellement décevant que du coup EA a perdu 6 milliards en valorisation boursière avec une chute de 19%. En même temps, EA, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas proposé un truc qui méritait vraiment le coup. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent à Apex Legends, moi c'est un jeu que j'avais beaucoup vu passer à l'époque. Maintenant, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, mais c'est normal parce qu'en fait, sur Steam par exemple, il y a 70% de joueurs en moins en 2024 comparé aux autres années. Et oui, j'ai l'impression que ça fait partie de ces jeux qui ont beaucoup perdu en inertie. Dishonored 2 apparemment a coûté plus cher que Skyrim, mais a rapporté beaucoup moins d'argent que le premier Dishonored. Il avait eu un lancement de 40% moins que le premier jeu, ce qui est grave pour une nouvelle licence de faire plus que la suite. Apparemment, le jeu est bien. Moi, j'ai jamais joué. J'ai joué au premier que j'ai beaucoup aimé. Jamais joué au deuxième, donc c'est aussi ma faute entre guillemets. Et apparemment, Arkane aurait dû fermer, mais la réputation du studio et les critiques possibles du jeu ont aidé à ne pas fermer le studio, contrairement à Arkane Austin qui ont fait Prey qui était décevant en termes de vente. Une vraie déception. Redfall qui était une déception de tous les points de vue. Ça a fermé le studio, mais Arkane ont survécu et je pense qu'ils comptent beaucoup sur Blade qui devrait sortir dans quelques années. C'est sûr qu'Alan Wake 2 ne sortira jamais sur Steam, en tout cas pour l'instant, et c'est un peu décevant parce que moi j'ai pas envie de lâcher sur Epic Games. J'ai tous mes jeux sur Steam, pourquoi est-ce que j'achèterais un jeu sur Epic Games? Je sais que c'est un jeu financé par Epic Games et ils ont l'exclu, et j'ai pas envie de le faire sur PS5 parce que je suis en train de me faire une machine de guerre en ce moment, donc je préfère le faire sur PC que sur une PS5, ce qui est logique. Donc je sais pas si je le ferai un jour à cause de ça, à voir. Je déciderai peut-être un jour, je ne sais pas. Et Assassin's Creed Shadows montre plein de gameplay en ce moment, des story trailers, des gameplays, des mécaniques et tout. Bah c'est bien. Honnêtement, c'est bien qu'ils aient changé les choses, c'est bien qu'ils donnent envie aux gens de jouer au jeu qui sort du coup le 20 mars. Ça m'intéresse et je regarderai les previews de très près parce que Ubisoft compte beaucoup sur le jeu et j'espère que ça va vraiment les réveiller. Beaucoup de gens m'ont dit concernant ma dernière vidéo où je parlais de la VF, que la VF c'est très bien pour les enfants, les personnes qui ont du mal à lire. Ouais. J'ai toujours dit ça. Quand je parle de VF, je parle des gens qui peuvent lire des sous-titres, je parle des gens qui ont cette capacité. Quand je déteste la VF, je dis pas qu'il n'est pas utile, je dis pas qu'il faut l'abolir. Je pense qu'il en faut pour les gens qui peuvent pas lire. Juste ça. Mais les autres, pour moi, encore une fois, n'ont pas d'excuses. Ils devraient regarder en VO. Si vous pouvez lire, normalement, ça devrait être de la VO et rien d'autre. Mais les enfants, ceux qui ont des difficultés à lire, ouais, je comprends la VF. Ce que je dis sur la VF vous concerne pas vous. Et ça ne vous a jamais concerné. Je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos. Mais je vais pas faire une astérix à chaque fois. Ouais, la VF c'est nul, sauf pour telle personne. Ça serait prendre trop de temps et c'est un peu logique. Et la semaine dernière, il y a plein de gens qui m'ont dit que j'ai fait des recommandations de Lynch aléatoires. Non, je pense pas. Je pense que c'est très bien de commencer avec Eraserhead. Moi, je l'ai revu en salle la semaine dernière. Lancez l'œuvre de Lynch avec ça vous met dans l'ambiance. Et ensuite, quand vous découvrez d'autres films, comme Mulholland Drive, ça vous remet dans l'ambiance mais différemment. Et je pense que c'est bien de commencer, j'en ai vu que 6 de Lynch des œuvres, mais c'est bien de commencer avec Eraserhead, je maintiens. Après vous pourrez regarder n'importe quelle œuvre, et je pense pas que c'est nécessaire de toujours commencer avec les œuvres faciles et académiques des réalisateurs pour plonger dans leur univers. Je pense que Eraserhead c'est bien de plonger avec leur premier film, et limite ensuite de vous faire les films dans la chronologie de sortie quoi. Pour les sorties de la semaine, il y en a pas mal. Imparfait Inconnu que j'ai déjà critiqué sur la chaîne, évidemment. Companion, je pense que j'en ferai une critique aussi demain. Et Sing Sing, on en parlera dans une vidéo bilan, mais évidemment, je vais regarder aussi. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.